quand on est chef d'entreprise, on est focus sur son développement et sa croissance. Pourtant, un levier redoutable reste sous-exploité, la croissance externe. Alors, dans les clés du build-up, on vous emmène dans les coulisses de cette croissance externe, au contact de ceux qui, au quotidien, gèrent ces rachats d'entreprises, qu'ils soient dirigeants, experts ou conseils. C'est un format conçu pour que vous aussi, vous puissiez passer à l'action. Allez, place à votre épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Clés du Build-up, épisode numéro 8, consacré au titre Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. On va parler de Repeat Build-up. La croissance externe, c'est bien, surtout quand on en fait beaucoup. Je suis Thomas Collin, cofondateur de Alvo, plateforme spécialisée dans la cession reprise-transmission de TPE-PME. J'ai la chance d'avoir avec moi toujours Maxime Nicolas, associé à Outmatch. Salut Thomas, ça va ? Salut Maxime. Et pour cet épisode, eh bien, on reçoit une pro du serial build-up, Edwina Basile. Salut Edwina. Bonjour à tous les deux. Bonjour Edwina. Ravi, merci beaucoup de venir à ce micro pour partager ta longue expérience du M&A et du post-merger integration. Je te laisse peut-être te présenter. Avec plaisir. J'ai aujourd'hui une quinzaine, voire un peu plus d'années d'expérience en M&A. Je suis passée par la banque d'affaires, par le corporate et aujourd'hui avec une casquette, on va dire, plus entrepreneuriale. J'occupe donc le poste de M&A, enfin Head of M&A et PMI du groupe European Digital Group. Peut-être quelques, on va dire, mots sur ma carrière. Donc à date, j'ai dû exécuter plus de 70 opérations, que ce soit à l'achat, à la cession, mais aussi dans des sujets de levée de capitaux. Au niveau de EDG, donc je m'occupe de toutes les acquisitions du groupe. J'ai rejoint EDG à la création du groupe, donc c'était maintenant début 2020, dans l'optique de venir consolider le marché de la transformation digitale et donc d'identifier les meilleurs acteurs sur chacun de ces métiers pour venir créer le groupe et le consolider. Donc en quelques mots, European Digital Group aujourd'hui est un groupe dans la transformation digitale qui a donc pour vocation de pouvoir adresser des besoins spécifiques de grands groupes de TI et de PME sur tous les leviers de la transfo digitale. Et quand on parle de tous les leviers, donc on parle tant de services IT, de, on va dire, métiers autour de la data et de l'IA, de métiers autour du marketing digital et tout ce qui est contenu digital, avec aussi tous les produits, tous les métiers autour du produit, du customer experience, etc. On a donc 5 grosses catégories d'expertise, avec donc des sociétés qui nous ont rejoints ou qu'on a créées from scratch, qui viennent représenter chacun des métiers de manière donc assez experte. Et je raconterai peut-être un peu plus tard comment on anime tout ça. Le groupe a réalisé 300 millions de chiffre d'affaires l'année dernière, donc au bout de 4 à 5 ans de création. On a exécuté 30 acquisitions depuis la création. On a créé 10 nouvelles sociétés de manière organique. On a plus de 2000 salariés aujourd'hui, 2000 clients, une présence dans une dizaine de pays, avec aujourd'hui encore une forte présence en France, une deuxième bonne présence en Espagne et quelques petits pays plus éclatés avec une ambition de devenir un acteur global, européen puis international. Et pour que nos auditeurs se rendent bien compte, donc en 4-5 ans, 300 millions de CA. Alors, dans le milieu du private equity, on a beaucoup entendu parler d'EDG et ce modèle fait même... on voit aujourd'hui des équipes qui se lancent dans le but de répliquer ce succès. On a beaucoup parlé de votre LBO secondaire avec Montefiore. Pas forcément le sujet de l'épisode. Mais par contre, un truc qui nous a impressionné avec Maxime, c'est le fait en fait, dès le départ, dès la création d'EDG aux côtés de Vincent Klingbeil, tu sois là pour incarner le M&A. Donc, le build-up était au démarrage. Exactement. Peut-être, effectivement, c'est intéressant de raconter l'histoire. C'est que moi, j'ai rencontré Vincent via le fonds Montefiore, que je connaissais via mes précédentes expériences. Et l'idée a émergé donc, entre Vincent et Montefiore de créer un nouvel acteur dans la transformation digitale en consolidant, donc c'est du buy and build, en consolidant le marché. Donc Vincent, on va dire serial entrepreneur, très dynamique, avec un ADN entrepreneurial, commercial, etc. Il a été nécessaire de, on va dire, créer un duo de quelqu'un qui sait faire du M&A
Et donc, mise en relation, et l'histoire s'est faite comme ça. Donc, le M&A a été central dans la création du groupe, parce qu'on est parti d'une feuille blanche, avec une idée très claire de là où on souhaitait aller. Donc, notre feuille de route, elle a été exécutée sur les 5 premières années. Maintenant, on a une deuxième pour les 5 prochaines. Mais comme on partait d'une feuille blanche, évidemment, on aurait pu créer en organique. Et puis, ça aurait été un rythme sans doute un peu plus long. Mais il a été, on va dire, le plan était de acquérir une première brique, puis une deuxième, puis une troisième, et venir, on va dire, créer notre matrice d'offres. Parce qu'à la fin des fins, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer une offre, un portefeuille d'offres donc assez complet, qui vient répondre à toutes les problématiques des clients. Et on rentrera peut-être un peu plus tard dans la stratégie de build-up. À quoi ça sert? C'est que nous, on s'est dit, quels sont les besoins clients? Il a besoin de pouvoir sécuriser son système informatique, il a besoin de créer un site web, il a besoin d'être bien référencé en ligne, il a besoin d'avoir du contenu sympa, maintenant encore plus sur les réseaux sociaux, après de venir prendre toute sa data et de faire l'analyse, etc., etc. Et quand on voit quels sont les besoins du client, en vrai, ils sont assez de plus en plus sophistiqués. Et on s'est dit, il faut qu'on ait un expert sur chacun de ces métiers pour être en capacité de les mettre tous ensemble et répondre à des problématiques qui sont de plus en plus gros et développées. Et aujourd'hui, on a réussi à démontrer notre capacité à répondre à des besoins, donc des budgets de plusieurs millions d'euros en mixant 4, 5, 6 de nos boîtes, donc 6 de nos expertises qui travaillent ensemble très bien pour pouvoir justement délivrer ces projets-là. C'est un peu le but de tout ce qu'on a fait depuis la création. Ok. Alors, on va rentrer avec toi dans le serial build-up. Tu l'as dit, tu as vu beaucoup d'opérations. Chez EDG, c'est votre quotidien et on en reparlera notamment sur l'organisation de ton équipe entre M&A et post-merger integration. Peut-être juste pour commencer, parler des préalables. Comment vous avez défini votre vision du M&A, de sa contribution au sein du projet? Tu l'as dit, c'était là, en fait, dès le départ. Oui. C'est vrai que EDG, le M&A fait partie de la stratégie, donc on va dire de la stratégie de développement. Et je vais rentrer dans le détail, mais c'est vrai que, en tout cas pour ceux qui nous écoutent, j'aimerais mettre quelques préalables qui sont importants et qu'on s'est nous-mêmes donnés en tant que rigueur donc d'exécution. C'est que, il faut être hyper rigoureux en termes d'exécution. On se dit toujours, faudrait mieux rater un deal que de faire le mauvais deal. Donc, on peut avoir cette envie de tout acheter, tout faire, mais en vrai, il faut accepter parfois de faire marche arrière ou de ne pas y aller au risque de venir déstabiliser un groupe qui fonctionne déjà bien. Et il ne faut pas, on va dire, partir tête baissée, à tout va, faire n'importe quoi. Donc, il faut que ça vienne répondre à une vraie problématique, à une vraie stratégie. Parce qu'assez vite, on peut s'éparpiller. Et quand je dis s'éparpiller, c'est que dans le nombre de dossiers que je reçois, il y a encore 30 à 40% qui ne viennent pas du tout cocher notre, on va dire, notre stratégie, là où on veut aller. Mais il y a des boîtes qui sont sympas, il y a des boîtes qui sont belles, mais on s'est donné cette rigueur de se dire, sur ces métiers-là, sur ces business models-là, sur cette typologie, on va dire, de deal, on n'y va pas parce que ce n'est pas notre ADN, ce n'est pas notre stratégie. Et même si c'est tentant, il y a toujours ce côté FOMO. Il faut revenir à pourquoi on le fait, comment on le fait. Et si ça n'aboutit pas, c'est peut-être aussi pour une raison. On va dire le monde est bien fait pour se dire je préfère ne pas déstabiliser ma structure que de faire un mauvais deal parce qu'un mauvais deal coûte très cher. Peut-être en 2 mots, coûte très cher. Pourquoi? Parce que ce qu'on a mis sur la table. 2, en termes de performance, si ça ne fait pas l'affaire et si ça rentre en négatif, en fait, il faut déployer des ressources énormes pour venir remonter la pente. Et voilà, du coup, tout le focus est mis sur venir régler un problème, là où la dynamique principale est de créer de la valeur, de la croissance, etc. Alors, ensuite, en préparant cet épisode ensemble, tu as parlé de l'esprit build-up.
en interne. Est-ce que tu peux nous en dire un mot sur ce fameux esprit ? Oui. Alors, quand je parlais d'esprit build-up, c'est que quand j'ai exécuté des build-up pour EDG et j'ai accompagné les sociétés, donc les dirigeants qui nous ont rejoints à faire eux-mêmes des build-up, en vrai, il y a des patterns qui ressortent. Et on va dire, on a appelé ça esprit, mais on peut l'appeler comme on veut. C'est que pour EDG, on va dire, comme on est parti d'une feuille blanche, donc il fallait trouver les best-in-class. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est rigueur, c'est les meilleurs du marché, faire tous les audits qu'il faut, etc. Maintenant, en vrai, la réalité, c'est comment on va rendre notre société ou notre groupe scalable. Donc, comment chacune de nos boîtes, donc chacune de nos expertises, va elle-même venir consolider son propre marché. Ça implique que le dirigeant soit partant pour faire du build-up. Et donc, qui dit build-up, qui dit aussi risque. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'un build-up peut fonctionner comme peut ne pas fonctionner. On fait le max d'audit et on met tout ce qu'on peut comme checklist pour que ce soit, on va dire, bon, mais il y a toujours des pourcentages de chances que ça ne se passe pas comme on le souhaite. Et donc, pour un dirigeant, on va dire, dont le patrimoine est 100% dans la boîte, quand il est seul, on va dire, avant de rentrer dans le groupe EDG ou avant de faire toute autre opération, 100% de son patrimoine est dans la boîte, parce que ce sont ses actions. Ce qui fait que s'il prend un risque, déjà qu'il ne maîtrise pas, parce qu'un dirigeant, naturellement, n'est pas un expert du M&A aussi, au fait, il risque de mettre toute sa boîte en péril et peut-être un peu de tout perdre, entre guillemets. Donc, on se rend compte que lorsqu'un dirigeant sécurise une partie de son patrimoine, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il fait un peu de cash-out. Il se sécurise, on va dire, patrimonialement parlant, sa famille, etc. Il est prêt à prendre un peu plus de risques que s'il n'avait pas fait de cash-out. Ce qui fait que là où avant, s'il y avait un petit pépin, il pourrait être mort. Là, en vrai, il peut prendre le risque. Et par exemple, quand il est question d'être chez EDG, c'est qu'il se rend compte qu'on va le prendre par la main aussi pour exécuter ses propres build-up. Donc, ça signifie quoi ? Ça signifie 2 points quand on parle d'esprit ou de préambule. C'est que le dirigeant doit avoir sécurisé un peu, un minima, pour pouvoir justement prendre ce risque qui est un risque aussi mesuré, parce qu'on n'achète pas une boîte comme ça du jour au lendemain. Et 2, il doit être bien accompagné. Le bien accompagné est hyper important, puisqu'on ne se réveille pas du jour au lendemain expert des acquisitions. On peut en faire, on peut apprendre sur le tas, mais s'il y a une vraie stratégie de build-up, donc en plus récurrente, c'est mieux d'être bien accompagné, que ce soit en interne, soit en externe, pour que les gens qui l'ont fait déjà 10 fois, 100 fois, peuvent identifier quels sont les points d'attention, les points d'analyse, ce qu'il faut creuser, ou un peu les failles de ce genre de process. C'est quoi la secret sauce, du coup, de la stratégie de création de valeur via la croissance externe d'EDG ? Si tu peux nous partager quelques hacks que nos auditeurs pourraient peut-être reproduire. C'est vrai que... alors, j'ai envie de structurer ça en 3 points parce qu'il y a plein de choses. Il y a... je vais les dire et puis je rentre dans le détail. Il y a le partage du capital. Il y a notre méthode d'intégration. Et il y a le profil des dirigeants. Le partage du capital, on a créé un groupe où, dès le départ, on a conçu la structuration du groupe comme un groupe d'entrepreneurs, aux côtés de nos investisseurs, qui sont Montefiore et Latour aujourd'hui. Mais il était hyper important que tous les dirigeants qui intègrent le groupe, donc dirigeants entrepreneurs, soient actionnaires et gardent un incentive important sur leur propre boîte. On fait toujours, on va dire, le parallèle avec Vincent. Par exemple, jouer au poker sans argent, pour un entrepreneur, si on fait le similitude, si un entrepreneur devient un entrepreneur sans action, c'est comme jouer au poker sans argent. C'est ça la similitude. Donc, du coup, pour garder cet esprit entrepreneurial, cette énergie, cette volonté d'aller plus loin, il faut garder un incentive capitalistique.
Donc aujourd'hui, notre groupe est un groupe où l'actionnariat est partagé donc, entre nos investisseurs, avec nos entrepreneurs et aussi un pool de top managers qu'on a incentivé au capital. Ce qui fait que tout le monde est motivé à la réussite, tout le monde est motivé à faire fonctionner les synergies, tout le monde est motivé à aider, on va dire, ceux qui ont besoin d'un peu plus de business et que si dans leur réseau, ils ont quelqu'un qui fait de la data, ils voient qu'il y a un besoin en cybersécurité au sein du client, ils poussent le lead chez l'expert cybersécurité, par exemple. Et donc, le partage du capital a été un levier fondamental dans la création du groupe et la mise en cohérence et de cohésion de tous les dirigeants qui ont rejoint le groupe. Et là-dessus, du coup, c'est du partage. Donc, vos dirigeants sont toujours actionnaires de la société que vous avez rachetée. Ils sont aussi actionnaires de l'ensemble. Donc, ils sont actionnaires de deux structures. Alors, il y a, on va dire, le schéma, c'est celui-ci. Mais il y a une petite subtilité chez nous, comme on est sur LBO, sans rentrer dans trop de détails. C'est qu'aujourd'hui, tous les actionnaires sont actionnaires au niveau du groupe et ils ont des titres, on va dire, ça s'appelle des titres pari passu. Donc, c'est des titres actions ordinaires qui englobent, en tout cas, qui sont fonction de toute la performance du groupe. Donc, ça, c'est les actions ordinaires. Et puis, ils ont des actions qui viennent tracer la performance de leur propre boîte, comme s'ils étaient restés actionnaires en bas. Même si d'un point de vue juridique... Oui, en fait, il y a une différence entre notre structure juridique et la répartition de la valeur économique. C'est on va dire, une construction juridique qui a été nécessaire pour scaler, tout en bénéficiant du leverage qui existe au niveau du groupe. Mais en tout cas, le principe... C'est comme s'ils étaient restés actionnaires en bas. En gros, il faut considérer qu'ils sont actionnaires au niveau du groupe, au niveau de la BU à laquelle ils appartiennent et au niveau de leur propre filiale. C'est ça le schéma. Ce seul montage permet d'activer les synergies ou il y a d'autres instruments de répartition des flux pour aller... parce que la base de ces modèles, c'est comment activer un maximum de synergies et comment hacker ce sujet des synergies de top line entre les sociétés que vous avez en portefeuille. Et donc, il y a ça plus autre chose ou ça suffit? Enfin, il y a plus autre chose. D'accord. Mais on ne rentre pas dans le détail s'il ne faut pas rentrer dans le détail. Mais grosso modo, je vais les dire en deux mots. On a une équipe commerciale groupe qui est dédiée, entre autres, à favoriser ces synergies-là. D'accord. On a un CRM groupe, on a des outils, on a des instances, on a plein aussi de meetings co-sales, des meetings de managers. Donc, en vrai, les synergies, c'est pas comme ça. Mais cette structure favorise... Favorise les bons comportements. Exactement. C'est que... pourquoi on a fait ça? Peut-être je fais cette parenthèse parce qu'elle est importante. Vincent, dans sa précédente expérience, a vendu donc, l'ancienne société qu'il a créée avec d'autres fondateurs, Ametix, à DocaPost. On va dire, l'intégration a été très bien faite, ils ont été hyper successful dans leur intégration, mais en fait, il a vu, on va dire, un fonctionnement qui a fait émerger cette idée-là en se disant, au fait, quand lui, il a commencé à prospecter en interne pour pouvoir justement construire des synergies, il n'y avait aucun intérêt pour les autres BU du groupe de travailler avec la société. Donc, ils le recevaient parce qu'ils sont sympas, la première fois, bonjour, voilà. Mais il n'y avait aucun incentive réel sur le P&L. Quand on donne l'argument, oui, mais la marge reste dans le groupe, etc. Oui, mais bon, sur mon P&L, ça ne change rien. Et donc, tout ça pour dire que dans la construction du groupe, on a volontairement voulu partager donc, le capital pour que ça résonne, les synergies, que ce soit, on va dire, que ça soit valorisé d'une manière ou d'une autre dans, du coup, l'equity et dans toute la création de valeur qu'on est amené à créer. Mais il y a toute une animation en top. Parce que c'est ça qui est magnifique et que je pense que vous avez sublimé dans le marché, parce que je connais peu de comparables justement ces capabilities-là que vous avez déployé, mais qui est votre secret sauce et on va pas rentrer dedans et je veux pas rentrer dedans, mais c'est ça qui est waouh chez vous, j'ai l'impression. Merci. Mais bon, bref. Du coup, tu disais donc première brique, le capital. Capital. Après, il y a notre méthode d'intégration. On a eu aussi, on a voulu créer une méthode d'intégration qui nous est propre, avec, on va dire, la tagline, c'est intégrer sans désintégrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il était important pour nous de garder l'ADN des sociétés qui nous rejoignent. C'est souvent des sociétés qui sont hyper connues sur leur marché, donc des leaders ou des leading actors.
avec des marques fortes, des identités bien imprégnées, des dirigeants, on va dire, emblématiques sur leur propre secteur. Et au fait, EDG étant déjà à la base jeune, il était peut-être maladroit ou insensé de venir effacer la marque de la boîte qui nous rejoint pour lui mettre un logo EDG. Ça, c'était la première philosophie qu'on s'est dit. Et du coup, quand on pousse le truc plus loin, on s'est dit, de toute manière, on a des experts, on a des vrais spécialistes et qui sont identifiés sur le marché. Donc demain, si vous voulez un expert dans tout ce qui est référencement naturel et payant, on a AdsUp. Et au fait, vis-à-vis du client, AdsUp, c'est... Alors, il y en a plein d'autres, mais en tout cas, chez nous, c'est AdsUp. AdsUp, c'est une marque on va dire, c'est un gage de qualité. Demain, quand on parle d'influence, on a Follow. C'est un gage de qualité. Donc, il était hyper important pour nous d'intégrer ça dans notre méthode d'intégration en se disant, on garde l'ADN, on garde la culture, on garde les dirigeants, ils gardent l'autonomie de gestion opérationnelle de leur propre boîte. C'est hyper important puisque les salariés, donc les talents, ils sont là pour la marque, ils sont là pour les dirigeants. Donc, il est hyper important de s'assurer que les salariés vont rester post-acquisition. On voit que parfois ça échoue, il y a beaucoup de départs, de churn, donc on veut éviter le cas où on achète entre guillemets une coquille vide. Surtout sur vos métiers. Exactement, donc nous c'est des people business, donc hyper important de garder les talents. Donc pour garder les talents, il faut garder ce pourquoi ils sont là. Et donc en leur plutôt expliquant qu'avec EDG, on va vous aider à accélérer, vous irez plus loin, et en plus, s'ils peuvent bénéficier, on va dire, du management package, ils peuvent aussi bénéficier de la création de valeur. Ça, c'est première chose. Et puis, on a établi une méthode en trois temps, donc people, process, outils. People, donc, c'est quand on dit on veut s'assurer qu'il y a les bonnes personnes aux bons endroits, pour faire simple. Process, donc, c'est la gouvernance, les reporting, les boards, c'est utiliser les mêmes, on va dire, alors j'allais dire outils, mais l'outil après, mais en tout cas, la même méthode de travail. Même si on a des métiers très différents, mais quand on parle de même méthode de travail, c'est avoir cette rigueur de suivi des KPI opérationnels, des KPI financiers, avoir à l'esprit tous nos enjeux, on va dire, groupe, etc. Donc, c'est des sujets de gouvernance, de process, et on a toute une batterie, justement, de comité finance, comité sales, comité com, etc., etc. Et enfin, les outils. On n'a pas commencé par ça. Ça, c'est arrivé, et là, on est en plein dedans, au moment où les people et les process fonctionnent. On sait travailler ensemble, et on est content de le faire. Et donc, la mise en place d'outils, on va dire, d'un CRM commun, d'un outil comptable commun, etc., limite, ça devient comme une évidence. Ça ne devient plus comme quelque chose qu'on impose dès le premier jour. Okay. C'est notre méthode. Il y a on va dire des acquéreurs qui le font différemment. Ça fonctionne ou ça fonctionne moins bien, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, nous, on s'est dit, on va le faire progressivement. Et là, par exemple, une fois qu'on a mis un système comptable commun, ce qui est le cas, en fait, on enlève on va dire une charge mentale et de temps énorme à toutes les filiales, parce qu'on a aussi une rigueur de reporting mensuel vis-à-vis de nos investisseurs, vis-à-vis des banques, des KPI opérationnels qu'on doit suivre. Et à un moment donné, s'ils ne sont pas outillés pour le faire, à la place que ça prenne, on va dire, je donne un exemple, 1 heure, ça peut leur prendre 5 heures et à 4 heures de moins pour faire du business. Donc voilà, on va dire un peu les deux pans pour... non, il y avait un troisième, il y avait entrepreneur. Dans le choix des entrepreneurs qu'on fait, il est hyper important pour nous qu'on s'assure qu'ils partagent nos propres valeurs. Notre propre valeur et notre ambition. On veut des dirigeants, déjà, qui ont l'éthique des affaires. Ça, c'est un préalable, mais c'est un b.a.-ba, mais il faut le dire. Qui ont une vraie vision, qui ont encore l'énergie de poursuivre le développement de leur propre boîte. Et pas d'arrêter. De vendre et de partir. Exactement. Après, évidemment, si on est dans... la seule différence qu'on peut faire, c'est que si on a déjà l'expertise en interne, donc si on parle, par exemple, de la data, et qu'on voit une boîte où les dirigeants sont proches de la retraite, et bon, ça fait partie de la vie, voilà, autre chose. Ouais.
comme on a l'expertise déjà en interne, on peut créer des schémas où il y a une transition qui est structurée pour pouvoir justement permettre aux dirigeants en question de sortir proprement. Mais c'est des cas aussi exceptionnels. On est plutôt dans une dynamique où on veut que les dirigeants restent on board. On est un groupe d'entrepreneurs. Justement, on partage le capital et la création de valeur. Ce qui fait que dans cette construction groupe et dans la création de valeur, une fois qu'on a mis tous les autres trucs qui sont donc le capital et les process, etc., ils sont encore maîtres à bord, quand on a choisi les bonnes têtes, entre guillemets, au fait, le triptyque est créé. C'est que ce qu'on se dit, parfois on a déjà eu le cas où on reçoit des boîtes qui, sur PowerPoint ou Excel, sont magnifiques. Genre en termes de croissance, d'EBITDA, etc., etc. Mais s'il n'y a pas ce fit humain et ce partage, on va dire, d'ambition, l'ambition peut être en termes de projet industriel ou on va dire, de performance financière, c'est pas que la boîte n'est pas bien, c'est juste qu'on va peut-être pas savoir bosser ensemble. Peut-être que la personne serait plus à l'aise avec un autre type d'acquéreur ou peut-être d'investisseur et que, par exemple, nous qui sommes dans une dynamique d'hypercroissance, donc ça nécessite aussi un certain rythme au quotidien, peut-être que ça ne fit pas la personnalité de la personne et c'est pas grave. Mais du coup, au moins, on ne fait pas d'erreur à venir intégrer quelqu'un qui, peut-être, on sent déjà qu'il ne va pas s'adapter à notre culture ou en tout cas, là où on veut aller. Ok. Juste un point, tu nous disais quand on a préparé cette émission que le build-up allait représenter 50% de votre croissance dans les années futures. C'est beaucoup. Oui. Donc, pour ça, évidemment, toi, tu as construit une équipe. Oui. Tu étais donc historiquement en charge du M&A. Et puis, on t'a donné, tu as récupéré en plus la partie post-merger integration, dont on a parlé du principe de la PMI dans l'épisode précédent. Mais est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, comment toi, tu as construit ton équipe pour finalement aller construire 50% de la croissance future ? Et c'était déjà 50% de la croissance passée. Passée aussi. En vrai, c'est qu'avec le M&A, on a doublé de taille tous les ans. Alors, effectivement, on a commencé. Quand j'ai commencé, au début, j'étais seule, puis j'ai recruté 1, 2, 3 personnes. Donc, sur le M&A, sur le M&A, donc sur l'exécution de l'intégralité du process M&A. Et je rentrerai dans le détail. Et l'intégration, quand on faisait l'intégration avant, on avait recours à des consultants externes. Et on se rend compte que c'est tellement important l'intégration qu'il était nécessaire de l'intégrer et que ce soit la continuité du process M&A. C'est pour ça que la PMI est dans mon équipe. Parce que la PMI, elle peut être gérée dans d'autres départements, mais s'il n'y a pas une continuité, on va dire, de l'histoire et le partage aussi des connaissances, du coup on est tous dans le même bureau, en fait, il y a une rupture, on va dire, du avant-après. Donc c'est pour ça qu'il était judicieux de construire donc, une équipe globale, M&A et PMI. Donc dans la construction de l'équipe M&A, évidemment, c'est des personnes talentueuses, il faut le dire. Leur profil, donc, elles n'ont pas fait que du M&A, elles ont fait du TS. Donc, ça peut donner aussi des idées. TS, Transaction Services, on en a déjà parlé plusieurs fois, sont plutôt les gens qui viennent du chiffre, qui font des audits. Des audits de transactions. Et elles ont eu chacune une petite expérience en private equity. Donc, ce sont des personnes assez analytiques qui comprennent les mécanismes, on va dire, du LBO, de l'investissement, de ce qu'on regarde, etc. Et une fois qu'on s'est dit ça, en vrai, après, c'est comment on embarque. Parce que des gens talentueux, il y en a plein. Maintenant, c'est comment on crée cette dynamique pour pouvoir exécuter donc 30 acquisitions en 5 ans, tout en restant en bonne santé. Et quand on dit 30 acquisitions en 5 ans, ça veut dire qu'on en a regardé quasiment 1000, un peu moins de 1000 sociétés. Et donc, au fait,
c'est là où nous, on a établi un process, donc M&A assez structuré. Je parlais en préambule de cette rigueur de faire des go, no-go très stricts dès le départ, parce qu'assez vite, on peut s'éparpiller. Et puis, on a des critères de sélection quantitatifs, qualitatifs, qui sont assez rigoureux, qui fait que quand on voit le funnel de conversion, il y a beaucoup, entre guillemets, désolé du terme, de déchets au début. Et après, quand on se positionne sur la LOI, donc Letter of Intent, donc la lettre d'intention, là, c'est une vraie intention de se positionner sur le deal et d'y aller jusqu'au bout. Par exemple, chez EDG, quand on envoie une LOI, c'est pour faire. On n'envoie pas de LOI juste pour regarder. Pour aller à la pêche. Voilà. Ça, on va dire, ça crédibilise la LOI. Et deux, entre guillemets, on n'a pas le temps d'aller juste à la pêche. C'est que si la boîte nous plaît, c'est pour vraiment y aller et faire le deal jusqu'au bout. Donc déjà, on va dire, dans le funnel de conversion, ça signifie que les équipes, on va dire, la majorité du temps est dédiée à la vraie exécution. Ouais. Et après, au fait, on a des process classiques, on exécute des process classiques, mais là où on a pu, on va dire, scaler notre organisation, parce qu'aujourd'hui, on est 3 au M&A, on a donc une stagiaire et on a une personne à la PMI, c'est que on s'est entouré de sociétés, de conseils qui sont en capacité de nous accompagner sur les audits, sur donc la documentation juridique, sur la structuration, on va dire, fiscale. Et on a recours toujours au même cabinet, modulo la partie financière ou en fonction aussi des expertises, des disponibilités, etc. On a un pool de 3-4 cabinets d'audit financier. Mais ce qui fait que sur tous les autres streams, ça veut dire juridique, fiscal, social, IP, RGPD, du deal strat, on a recours quasiment tout le temps, encore une fois quasiment, parce que parfois il y a des deals plus gros, plus petits, on adapte quand même le dispositif, au même conseil. Ce qui fait que c'est rodé. Tout le monde, vous savez travailler ensemble. Voilà. Et tes conseils, ils savent ce que toi quasiment, tu veux. Ils font partie de l'équipe quand on est en mode due deal. On n'a pas besoin de réexpliquer à chaque fois qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on ne cherche pas, etc. Évidemment, chaque opération est différente. Donc après, il y a à chaque fois un cadrage. On leur dit ce qu'on vient chercher, mais il suffit d'1 heure de kick-off et on va dire, entre guillemets, c'est plié. Ce qui fait que les process sont rodés, tant en interne qu'en externe. Ce qui fait que l'exécution, elle est fluide. Maintenant, évidemment, le deal, c'est jamais une ligne... Mais du coup, tu considères qu'aujourd'hui, c'est un avantage compétitif, votre capacité à exécuter, votre rapidité, par exemple? Au fait, je dis souvent, il faut qu'on soit rapide, mais il ne faut pas se précipiter. Cet avantage, c'est plutôt dans notre capacité d'exécution et dans notre rigueur d'exécution. C'est notre capacité de se concentrer sur l'essentiel et de ne pas s'éparpiller, et que du coup, c'est une optimisation de process. Mais l'enjeu pour nous n'est pas la rapidité, il faut le dire. C'est que même si on a pu exécuter vite, mais notre objectif à chaque fois, c'était pas de faire le deal rapide. Nous, on a fait des deals qui ont parfois duré 12-18 mois. Et c'est pas grave, c'est comme ça qu'on construit aussi une relation, s'assurer que c'est le bon deal pour nous, etc. Et on a pu exécuter des deals en 6 mois, on sait faire. Donc, c'est pas tant la rapidité que l'exécution, la bonne exécution. Voilà. Si tu fais une LOI, c'est pour faire. Oui. Comment est-ce que tu fais pour gagner, du coup, dans les process concurrentiels? C'est quoi la secret sauce ou tes... Voilà, les conseils là-dessus? Alors, première chose, parce que souvent, il y a des gens qui gagnent juste au prix. Nous, on paye le juste prix. On surpaye pas. C'est un point important. Donc, on sait payer ce que ça vaut vraiment. C'est aussi pour ça qu'on a fait 30 acquisitions. On n'est pas en sous... Mais ça, c'est un point important à dire, c'est qu'on ne gagne pas parce qu'on paye cher. On gagne parce qu'on a une proposition de valeur qui est différenciante. Et la proposition de valeur, elle vient rejoindre un peu tout ce qu'on a dit jusque-là. C'est évidemment une possibilité de cash-out. Donc, quand il y a du cash, c'est bien. Et il y a tout ce qui va après.
Donc, le fait que le dirigeant reste actionnaire. Donc, au niveau de EDG, au niveau de sa propre boîte, donc qui bénéficie de la création de valeur future, qui bénéficie du prochain événement de liquidité, donc grosso modo du prochain LBO, qu'on lui apporte des synergies, qui a une force commerciale en top de sa propre force commerciale, qu'on l'intègre de manière smooth, qu'on ne vient pas casser son bijou, qu'on l'aide à faire du build-up, qu'on l'aide à aussi attirer les meilleurs talents. Donc, par exemple, venir débaucher des top managers de grands groupes, parce qu'il y a aussi du management package. Donc, en vrai, il garde, on va dire, la philosophie, l'agilité de sa propre boîte, mais avec la force de frappe d'un grand groupe. Et tout en bénéficiant de tout le grand groupe peut apporter en termes de moyens, de capacités, de build-up, de ressources, de gros appels d'offres, de gros référencements. Et donc, quand on fait, on va dire, l'équation de tout ça et parfois des petites simulations, parce que on aime les chiffres, le dirigeant comprend qu'avec nous, il peut accélérer ce qu'il souhaiterait faire dans 10 ans ou dans 20 ans. Et nous, on est des vrais accélérateurs. Et que quand il voit ce qu'on a pu faire avec d'autres sociétés qui ont rejoint le groupe, il se dit que la proposition de valeur qui est vendue, elle est réelle. Ce n'est pas juste des paroles et des PowerPoint, c'est que quand on donne des case studies de sociétés qui sont rentrées dans le groupe, qui faisaient 2 millions d'EBITDA, maintenant elles en font 15. D'autres sociétés qui, justement, rentraient à 1,5, maintenant elles en font 8. Je parle d'EBITDA. Ou si on parle en termes de nombre de people, la première société faisait 45 personnes, maintenant ils sont à 200. Donc, quand on donne des vrais case studies, au fait, et on explique comment elle a fait, croissance organique, externe, etc., ça parle et au fait, ça donne envie. Et la cartouche, en tout cas la cartouche, ce qui plaît beaucoup, c'est qu'on donne accès à des discussions ouvertes avec nos dirigeants. Donc, entre dirigeants, ils ont tous les mêmes questions, les mêmes problématiques. C'est rassurant de se parler en off. Et ce qui fait que ça plaît. Donc, ça les met en confiance. Justement, de se dire, oui, parfois on dit, ça a l'air tellement beau pour être vrai. Et ils se disent, au fait, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, c'est ce qui fait que ça permet de convertir. Super intéressant. Merci beaucoup. Ouais. Alors, si je reviens un peu dans le détail des métriques que tu nous as données, tu disais finalement que vous allez regarder autour de 200, voire même plus dossiers par an. Oui. À ton niveau, au niveau de ton équipe, comment vous arrivez à sécuriser un tel deal flow ne serait-ce que la capacité à avoir accès au dossier. Bon, on a bien compris que sur l'exécution, les choses étaient rodées, mais ce fameux sourcing, comment aujourd'hui tu t'assures qu'il tourne ? On a différents leviers de sourcing à différents étages. Au niveau du headquarter, donc Vincent, via son écosystème, il source beaucoup de sociétés. Et Vincent est de plus en plus connu dans l'écosystème digital. Donc, il y a aussi beaucoup d'inbound qui vient. Pour ma part, également, je source énormément. Donc, soit dans l'écosystème, on va dire, entrepreneurial, digital, mais aussi et surtout auprès des banques d'affaires, auprès desquelles on est de plus en plus identifié. L'équipe que j'ai, je les mets de plus en plus à contribution aussi sur le sourcing. Elles ont commencé plus jeunes et donc elles commencent à monter en maturité et donc ça fait partie de plus en plus aussi de leurs objectifs. Ok. Et puis la beauté on va dire, de cet écosystème d'entrepreneurs qu'on a, c'est que chaque dirigeant devient aussi un levier de sourcing. Un ambassadeur. Un ambassadeur, exactement. Ouais. Soit pour lui-même, parce qu'il a compris que s'il avait une belle boîte, on va l'aider à, en tout cas, l'analyser et l'exécuter éventuellement. Ou si, on va dire, il y a soit une expertise qu'on n'a pas encore, ou soit une expertise qui peut être intéressante pour une autre boîte, il nous en fait part. Et donc, ce qui fait que quand on mixe tout ça, les dirigeants, le headquarter, les banques d'affaires, et tout et la communication, j'ai oublié d'en parler, c'est que c'est vrai que on travaille dès le début, on a souhaité travailler sur notre communication. On est assez actif sur les réseaux.
pour justement faire émerger le groupe dans un écosystème qui est quand même assez compétitif. Et expliquer tout ce que j'essaie d'expliquer aujourd'hui de pourquoi ça fait sens, quelle est notre stratégie, nos valeurs, nos axes différenciants. Et donc ça aussi, ça apporte beaucoup d'inbound. Du coup, voilà, on commence à devenir parmi les acteurs, sachant tout le monde sait qu'on a une stratégie de build-up assez dynamique. Donc, parfois, c'est le bon timing pour nous, parfois, ça ne l'est pas. Mais en tout cas, ça fait... On vient vous voir. On vient nous voir. Tu as dit tout à l'heure, du coup, l'objectif, c'est de faire les best... Enfin, d'acheter uniquement les best players. Je ne sais plus si c'était les best in class. Que tu as défini, d'ailleurs, je serais ravi de rentrer dans la définition, mais ce n'est pas l'objet de ma question. À côté de ça, tu as aussi un objectif de volume. Oui. Et qualité et volume, est-ce qu'à un moment, ça décroche pas ? On fait le parallèle avec des cabinets de conseil qui ont vraiment scalé. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'au bout d'un moment, la qualité RH, elle n'est plus disponible. Ouais. Donc, comment on fait pour s'assurer quand même de faire le deal qu'avec les meilleurs ? C'est une très bonne question. Alors, on veut les best in class, et c'est effectivement, s'il y avait, on peut pas avoir 10 premiers de la classe, ça serait pas des premiers. Et en fait, oui, c'est un peu ça la question. Au fait, ce qu'on cherche aussi, et justement après dans une stratégie de build-up, on cherche des boîtes où il y a des leviers d'optimisation ou de croissance qui sont clairement identifiés, mais qui ne sont pas encore activés. Je donne un exemple. On peut avoir une très belle boîte qui exécute parfaitement bien, qui a des clients qui sont récurrents, qui sont hyper satisfaits, etc., mais qui ne sont pas forts sur la partie commerciale. Ce n'est pas leur ADN, ils ne savent pas faire, etc. EDG a un ADN commercial. Dès le jour 1. Voilà, très, très fort. Et du coup, on se dit, nous, si on intègre cette boîte qui, en vrai, est une pépite en termes d'exécution, et si on lui met notre force commerciale, ou en tout cas, on l'aide à recruter le bon directeur commercial, parce que c'est aussi quelque chose de trouver le bon directeur commercial, on sait qu'on peut l'accélérer. Alors, on sait, c'est jamais une science exacte, mais en tout cas, on voit où ça fait défaut. Ça, c'est un exemple. Il peut y avoir un autre exemple où, par exemple, dans les métiers de conseil, si on rentre un peu dans le détail, mais ça donne quelques pistes, pour exécuter un projet ou une mission, on peut soit avoir recours à des consultants internes, soit des consultants externes. La marge n'est pas la même. La marge pour la société. La marge sur les consultants externes, elle est moindre. Et donc, si on voit que le ratio est trop élevé des consultants externes, il peut y avoir une stratégie d'internaliser de plus en plus, ce qui fait que naturellement, la marge augmente et donc, il y a de la création de valeur. Voilà, il y a des petits trucs comme ça, ce qui fait qu'il faut bien connaître le marché, bien connaître les business models, bien maîtriser l'algorithme des services, des métiers de service, pardon. Et quand on a l'équation en tête, ou une bonne maîtrise des process et de comment fonctionne une société de service, on sait identifier assez vite ces leviers et on les identifie soit assez vite, parce que parfois c'est flagrant, soit pendant les audits stratégiques, de due diligence stratégique, où on a déjà senti quelque chose et ça vient, on va dire, se confirmer avec des audits stratégiques. D'ailleurs, c'est un point intéressant, parce que dans l'épisode... dans un épisode précédent, on avait justement cette idée qu'il fallait se servir des audits qu'on était en train de faire dans le cadre de l'acquisition pour justement se nourrir son plan post-opération et dans l'intégration. Et toi, tu nous dis... clairement. Et nous, même, surtout sur la partie audit stratégique, quand on parle d'audit stratégique, juste pour vulgariser, c'est... analyse de la performance de la société, analyse de la performance commerciale, c'est revue commerciale donc auprès des clients, avoir des feedbacks, c'est analyse du BP, les leviers d'optimisation, etc. Et souvent, on demande à nos conseils, donc, qui font ces audits-là, de restituer donc, le rendu de manière transparente aux entrepreneurs. D'accord, tu partages avec le cédant la conclusion des audits stratégiques. Parce que c'est une mine d'or. Savoir quel est le retour des clients,
si par exemple le client dit oui, ils sont très bons dans l'exécution, mais ils sont pas proactifs, en fait, c'est une mine d'or. Ou on a besoin qu'ils soient plus créatifs, ou on trouve qu'ils sont trop chers. Franchement, c'est une mine d'or. C'est dommage de se priver pour ne pas venir actionner des leviers, on va dire, d'optimisation, de leviers de croissance. Et ça me fait penser à un point que j'ai oublié de dire tout à l'heure dans nos méthodes d'intégration. Peut-être que le précédent épisode, ils l'ont évoqué. C'est que nous, pour chaque société qu'on intègre dans le groupe, on établit une feuille de route stratégique qui est souvent définie par l'entrepreneur avec notre aide sur la base de ce rapport donc de due deal, mais aussi sur ce qu'il aimerait développer au niveau de sa propre société, au niveau de la BU. Et donc, ça nous permet de partager une vision commune. Dans 5 ans, où est-ce qu'on veut être? Donc, évidemment, peut-être qu'on va exécuter 70 ou 80% de cette feuille de route, mais au moins, ça donne un cadre et ça vient intégrer tout ce qu'on a pu identifier pendant les audits et qu'on pourrait mettre en place sur le prochain cycle. Donc, c'est une co-construction de cette feuille de route dans le cadre du deal, du process d'acquisition, vous allez la construire ensemble. On la construit, on va dire, post-acquisition. Mais pendant les audits, il y a plein de workshops qui déjà mettent un peu les bases de qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, parce que c'est un projet commun qu'on construit, mais après, la formalisation réelle de cette feuille de route, elle arrive post-acquisition. Et quand on parle de co-construction, c'est que on donne accès à nos méthodes, nos modèles, etc. Et c'est important que ce soit l'entrepreneur qui l'a construit, parce qu'il faut quand même qu'il se l'approprie. Mais nous, on vient le challenger, ajouter des idées pour qu'on ait un rendu qui soit, on va dire, entre guillemets, acceptable, en tout cas partageable entre les deux parties. Ok. Alors, il faut quand même que tu nous expliques un point, c'est... on le voit bien, votre stratégie de repeat build-up, elle est assez massive. Mais comment vous financez tout ça? Très bonne question. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des investisseurs financiers au capital. Ouais. Donc des fonds d'investissement? Oui, des fonds d'investissement qui sont Montefiore et Latour. Donc Montefiore nous a accompagnés dès le premier jour. Et Latour est rentré au capital donc en mars 2024. Donc à l'occasion du LBO. Du LBO, exactement. Ouais. Donc aujourd'hui, on a ces deux investisseurs qui sont donc à nos côtés et auprès de qui on a clairement présenté notre notre stratégie de croissance externe. Et donc auprès de qui il a été pertinent, on va dire, de négocier, en tout cas de s'accorder sur un montant de financement qui pourrait déployer sur les années à venir pour pouvoir financer notre plan d'acquisition. Et en parallèle, comme on est sous LBO, donc qui dit LBO dit dette, donc on a des partenaires bancaires donc qui ont permis le financement de notre LBO donc de l'année dernière, mais aussi auprès de qui on a présenté notre plan de croissance externe. Et auprès de qui aussi on a pu négocier une ligne, ce qu'on appelle une ligne de CAPEX. Donc, c'est une ligne de financement dédiée pour le M&A pour pouvoir aussi exécuter nos deals. Évidemment, il y a des conditions, des critères. Mais, donc les fameux conditions, les covenants, etc. Voilà, qui encadrent en gros, pour faire simple, les ratios d'endettement financier, ce qu'on appelle le levier. Exactement. Mais on va dire, du coup, on a ces deux sources de financement. OK. Et on top, il y a aussi une troisième qu'on n'évoque pas assez, mais aussi c'est le cash disponible du groupe, parce que on a des sociétés qui génèrent de la rentabilité, donc qui génèrent du cash, et ce qui nous donne aussi, on va dire, une trésorerie supplémentaire qu'on peut aussi investir. D'accord. Mais tout en respectant tous les autres contraintes qu'on a. Mais en tout cas, ce sont les trois sources de financement disponibles. Ce qui nous permet justement d'exécuter notre plan. On a sizé les choses de sorte à pouvoir exécuter notre plan. Et aussi, un point important, c'est que quand on intègre une société, on va dire, on n'achète pas, enfin, on ne finance pas cash 100% des titres. C'est que comme nos dirigeants gardent encore une partie de leur, on va dire, action, pour la faire simple, c'est que par exemple, un dirigeant
qui fait 40% de cash out, donc qui vend 40% de ses titres, on a besoin de financer 40% de la valeur. Et non pas 100%. Ouais. Voilà. Et là-dessus, l'objectif, c'est d'être au taquet sur tout. Enfin, vous êtes dans une logique de déploiement maximal ou c'est pas si extrême que ça? Comment vous c'est faites? pas. En fait, l'objectif, c'est d'avoir un bon rythme et avoir on va dire, un déploiement qui soit fait aussi en fonction de l'écosystème macro. Donc, j'aime bien dire, il ne faut pas se précipiter quand on sent que ce n'est pas le moment ou qu'on n'a pas la bonne cible sous la main. Maintenant, on sait où on va aller, on connaît nos objectifs, on va dire, annuels et surtout le BP. Et si par moment, on se dit, pendant 6 mois, soit le marché n'est pas au rendez-vous, il y a trop d'instabilité macro, politique, etc., et qu'il est important justement d'être plus attentif, on le fait. Si à un moment donné, le marché est magnifique et qu'on a plein de belles boîtes, en fait, on fait le nécessaire, en tout cas au mieux, pour pouvoir bénéficier au maximum. Donc, le plus important, c'est d'avoir le bon rythme, de garder justement, comme on l'a expliqué, cette capacité d'exécution de manière précise, quitte à parfois se dire, OK, s'il faut prioriser parmi ces 5 acquisitions, je préfère en faire 3 que 5 de manière un peu bâclée. Et donc, on ne se dit pas, cette année, on va faire 10 acquisitions, et puis l'année prochaine, on n'en fait plus rien. Non, en fait, cette année, on a un objectif, nous, on réfléchit beaucoup en EBITDA, de faire X millions d'EBITDA d'acquisition. Si on n'a pas réussi à le faire, peut-être que l'année prochaine, on en fera plus. Okay. Voilà. Okay. Et puis aussi, donc dans cette stratégie de faire des build-up, repeat build-up, on se rend compte de plus en plus, et en fait, je pense que c'est aussi une leçon importante à avoir, c'est que, surtout après avoir engrangé 30 acquisitions, c'est important de prendre parfois quelques mois, on va dire, de stabilisation. Donc, on va dire, c'est des paliers qu'on passe pour pouvoir remettre le point, enfin, remettre l'accélérateur, de réappuyer sur l'accélérateur. Ça signifie quoi? Ça signifie, comme je vous indiquais, c'est s'assurer que toutes les intégrations sont bien réussies, s'assurer que la structuration groupe est aussi en ligne avec nos objectifs, s'assurer que les fondamentaux sont bien là, etc. etc. Donc, il faudrait s'assurer que toujours le château est solide avant de réenclencher un cycle ou même se poser la question tous les ans, chose qu'on a faite depuis la création du groupe. Et on s'est dit, au bout de 30 acquisitions, s'assurer que tout cet écosystème fonctionne bien et pour réattaquer, on va dire ça comme ça. Et alors justement, tu parlais d'intégration réussie. Comment, toi, tu juges aujourd'hui une intégration réussie? Quels sont les marqueurs que vous avez définis pour vous dire, OK, là, c'est bon, c'est réussi? Alors, je vais commencer par une réponse en disant, si les gens s'entendent bien, s'il n'y a pas eu de départ, que ce soit départ donc, de dirigeants, de salariés, en tout cas dû à l'intégration, parce qu'il peut toujours y avoir le turnover classique, et il n'y a pas eu de perte de clients. On commence par ça. Après, souvent, quand on crée, on va dire, quand on intègre une société, on crée un plan, on va dire, d'intégration, de synergie ou d'optimisation de coûts. Et on crée ce qu'on appelle un Target Operating Model. Donc, comment tout ce nouveau modèle va fonctionner ensemble. Et évidemment, au début, alors, c'est quoi ta base de clients, etc. Qui est-ce que je peux cross-seller, upseller, nanana. Donc, il y a un exercice au début qui est assez théorique, mais qui nous permet quand même de sizer un quantum de synergie potentielle niveau top line, et où, par exemple, au niveau de la structure de coûts, on dit, en fait, c'est peut-être plus pertinent que les équipes, les sociétés partagent les mêmes bureaux, ça fait plus aussi de synergie, en tout cas d'interaction entre les équipes, etc. Ce qui nous permet de monitorer, on va dire, 2 choses. Quelles sont les synergies? Qu'est-ce qu'ils ont pu upseller, cross-seller? Qu'est-ce qu'ils ont pu gagner ensemble comme nouveaux clients parce que du coup, l'offre est plus complète? Et dans quelle mesure on a pu, on va dire,
pardon, je n'arrive pas à trouver le terme, mais garder la structure de coût. Tout en faisant progresser exactement, l'activité. que ce soit une vraie, qu'il y ait un vrai effet d'échelle, une vraie scalabilité. Et ça, tu vas le suivre sur quelle base? Alors déjà, nous, on a ce qu'on appelle des business reviews mensuellement. D'accord. Donc, ce sont des sortes de boards avec nos BU. Pendant ces business reviews, on déroule aussi la feuille de route stratégique. Un update, alors on ne descend pas les 100 lignes, mais les 3-4 projets importants qui sont en train d'être déroulés. Et il y a des parties, donc on parle de synergie, on parle de la partie commerciale, on parle des business gagnés ensemble, etc., etc. Et donc on va dire ça, c'est monitoré tous les mois. Maintenant, il y a des mois, il ne se passe pas grand-chose, etc. Mais tous les mois, on repasse dessus, quoi qu'il arrive. Oui, et au fait, le directeur PMI, quand c'est une intégration qui vient d'être faite, il a des weekly calls. Sur tous les streams, parce que quand on fait une intégration, il y a des streams administratifs, RH, sales, finance, etc., etc. Et donc, il y a les parties prenantes des deux sociétés. Et c'est là aussi on sent si ça se passe bien, s'il y a des frictions. La personne, notre directeur PMI, c'est parfois d'aller sur place, d'assister à certains boards internes. Donc, il y a, on va dire, le rendu financier. Et puis, il y a ce qui se passe vraiment. L'atmosphère, où je pense qu'il faut être au plus proche des dirigeants pour pouvoir anticiper toute friction éventuelle ou venir en support pour résoudre des problèmes qui sont parfois des petits problèmes d'ego, ce genre de choses. Donc, c'est comme ça qu'on juge si une intégration est réussie ou pas. Et parfois, au fait, c'est une évidence. On a fait une acquisition ce début d'année. On va dire les synergies business sont exponentielles. Et c'était aussi notre on va dire, thèse d'investissement ou d'acquisition. On sait qu'en intégrant cette plateforme, cette société au sein de EDG, qu'on allait pouvoir les cartonner. Et au fait, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc maintenant, c'est plutôt comment on aide la boîte à se structurer, à renforcer ses équipes. Mais on n'est plus dans une logique PMI. Il y a toujours la PMI, parce que, au fait, c'est pas parce que le business fonctionne que tu dois oublier tout le reste. Il faut s'assurer que, justement, les gens sont contents, qu'on a, on va dire, les équipes opérationnelles suffisantes pour pouvoir délivrer. Il faut s'assurer que, par exemple, ce qu'on a identifié, je donne un cas au hasard, dans la rédaction de quelques clauses des contrats RH, quand même, qui soient revus, il faut quand même que ce soit exécuté dans les mois qui suivent. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Justement, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a toujours des fondamentaux, il y a toujours une structure, il y a toujours des people derrière les chiffres. Et ce n'est pas parce qu'on fait de bons chiffres qu'il ne faut pas s'occuper du reste. Ça, c'est important. Ça marche. Eh ben, écoute, Edwina, merci beaucoup. Le temps tourne, mais merci beaucoup d'avoir pris le temps et puis pour ta transparence sur cette super success story qui est EDG, dont on a beaucoup parlé, mais là, on a, je trouve, aussi les coulisses et tout le boulot que ça représente. Je pense que tous les chiffres que tu nous as donnés parlent d'eux-mêmes en termes de rapidité d'exécution, de rigueur d'exécution. Donc, merci beaucoup. Est-ce que tu as éventuellement un livre ou une ressource à nous partager pour les gens qui veulent aller plus loin? Oui. Alors, je prends mon portable, vous m'excuserez, parce que je connais le nom du livre, mais pas l'écrivain. Alors, j'ai lu un livre, mais qui est un peu mon livre de chevet, je ne l'ouvre pas tous les jours, qui s'appelle « Ne jamais couper la poire en deux » ou « Ne coupez jamais la poire en deux ». Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est sur la négo? C'est sur la négo, qui est écrit par Chris Voss, qui est un ancien négociateur du FBI. Et j'aime bien ce livre parce qu'en vrai, il donne plein de techniques concrètes sur comment négocier. Bon, il a eu recours à des otages et ce genre de choses. Mais souvent, il dit que la solution la plus intuitive qu'on a, c'est de couper la poire en deux. C'est souvent la mauvaise solution. Et c'est là où, en vrai, tu fais parfois un mauvais deal. J'en dis pas plus parce que le livre est vraiment passionnant avec plein de cas concrets. Et même si parfois tout n'est pas applicable dans notre quotidien, mais au moins ça permet de se prémunir de solutions rapides en disant ok, tu veux 10, je veux 15, on fait 12,5. C'est parfois de manière contre-intuitive la mauvaise solution.
Et je le recommande à toutes les personnes qui sont menées à soit négocier un deal comme ça, ou soit négocier au quotidien avec ses enfants, son époux ou ses amis. C'est hyper intéressant. Bon, bah super. Edwina, encore merci pour ton temps. Merci à vous, merci à tous les deux. Merci beaucoup, Edwina. C'est vrai que notre échange était très intéressant. Et ce que je trouve, c'est que tu nous as donné vraiment plein de clés tout au long des parties de cet épisode et de la structure de réflexion que tu as apportée pour chaque réponse, qui sont ultra réplicables pour des entrepreneurs, même de taille un petit peu plus modeste. Oui, on n'est pas obligé de faire autant d'opérations. Exactement. Et quand on écoute entre les lignes, tout ce que tu nous as livré en termes de tests de création de valeur, on peut faire un copier-coller sur les opérations de taille en dessous. Donc peut-être que c'est un épisode qu'il faut réécouter du coup plusieurs fois. Merci beaucoup. Je vais écrire un livre alors. Parfait. Merci Edwina, merci Maxime. Merci Thomas. Ça clôt le cycle des 8 premiers épisodes des clés du build-up. Bah ouais. J'espère qu'on aura apporté plein de choses concrètes et activables à nos auditeurs. Tout à fait. Et puis on se dit à très vite. Puis nous on est dispo pour en parler. On attend la suite surtout, voilà. Thomas. Avec plaisir. Allez, à très bientôt. Merci beaucoup.